l'Afrique, précisément, ne veut plus être un récepteur, mais on veut être des acteurs en fait, de notre développement, avoir des co-créations, d'initiatives, de projets qui sont à l'image de nos réalités, parce qu'il y a le potentiel qui est là, il y a l'innovation qui est là, il y a le leadership surtout qui est là et qui va faire en sorte qu'on puisse avoir des projets impactants. Et dans cette dynamique, entre Sud-Sud, nous avons pratiquement les mêmes réalités qui font que nous avons des success stories sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour pouvoir les dupliquer parce que ça nous parle, parce que ce sont nos réalités en fonction de chaque pays, par exemple. Alors, je pense sans plus tarder, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, je pense que je vais me passer du fait de présenter tout le monde. On s'est déjà présenté, mais en passant la parole, je peux encore revenir par rapport à ça. Alors, la première question, ça va vraiment aller sur les nouveaux modèles de financement et de partenariat dans le Sud global. On sait que le partenariat, les financements, ça constitue les bases. Et là, ça me permettra de donner la parole à Monsieur Dr Haïdara, qui est le West Africa Center for Public Policy. Je vous donne la parole, Monsieur Haïdara, pour nous édifier par rapport à cette question. Alors, merci Madame Balkis. Merci aussi les organisateurs pour l'invitation. Je pense que dans le premier panel, on a beaucoup parlé de la crise de l'actuel ordre mondial économique, la crise du néolibéralisme qui malheureusement n'a pas été capable, ou heureusement, de résoudre les problèmes du monde et qui a accéléré l'émergence d'une nouvelle dynamique géoéconomique. Et je pense que face à d'autres crises, comme les crises climatiques, les transitions technologiques, le Sud, comme on l'a appelé ici, le Sud global, bien entendu, il n'y a pas une homogénéité parfaite, il y a une diversité, comme les intervenants ont rappelé ici pour le cas de l'Afrique. Quand on parle du Sud aussi, il y a une diversité, mais pour les problèmes de modélisation, de méthodologie, on parle du Sud global. L'on est amené à repenser et à innover pour répondre à ces crises, notamment dans nos modèles de financement de notre propre développement. On ne veut plus, en tant que Sud, être seulement des récipiendaires de l'aide. Donc, on veut passer de simples récipiendaires à acteurs dynamiques de son propre développement. Donc, je pense que ça, c'est une donnée, et devenir des acteurs tout à fait autonomes, des acteurs interconnectés au niveau du Sud et aussi qui soient solidaires. Je vais articuler ma présentation autour de 3 points. Le premier, c'est comment est-ce que on est en train de shifter le paradigme de l'aide, surtout l'aide liée, l'aide conditionnelle, à un partenariat, disons, symétrique, parler un peu des banques créées au niveau du Sud, et aussi, finalement, le troisième, parler donc de l'intégration régionale. Le premier point, c'est finalement la fin de l'aide conditionnelle, l'aide liée. Comment est-ce que le Sud, face à l'aide liée, qui n'a pas permis effectivement de résoudre les problèmes de financement dans notre développement, ou n'a pas permis au Sud de véritablement décoller ou arriver à une transition de développement et qui doit céder la place à un partenariat symétrique. Donc, j'ai indiqué ici que l'ancienne logique Nord-Sud, donc Nord-Sud, pays développés, pays en développement, pays donateurs, pays bénéficiaires, est maintenant remise en cause, fortement remise en cause,
par une nouvelle approche fondée sur l'égalité, la réciprocité et l'intérêt commun. Et là, il y a des exemples, par exemple l'exemple de la coopération chinoise et l'Afrique à travers donc les Belt and Road Initiative, où il y a des projets, des grands projets d'infrastructure qui sont cofinancés, parfois co-gérés. Il y a aussi une nouvelle coopération, par exemple indienne ou brésilienne, qui est en train d'émerger dans le Sud global. Il y a également un autre modèle qui émerge dans le Sud, qui est un modèle basé sur le financement triangulaire et pour catalyser les savoirs partagés. On a vu des modèles dans lesquels un pays du Nord appuie une coopération Sud-Sud. Par exemple, il y a un projet du japonais qui appuie un projet Brésil-Afrique dans le domaine de l'agriculture tropicale avec l'initiative qu'on a appelée Pro Savannah au Mozambique. Ça aussi, c'est de nouveaux modèles qui émergent dans le Sud en réponse à ce modèle basé sur l'aide. L'autre élément, c'est l'émergence donc de banques du Sud et de mécanismes innovants de financement. Là, les banques du Sud, face à la domination surtout des institutions de Bretton Woods, les pays du Sud ont créé ou sont en train de créer leur propre banque, leur propre mécanisme de financement, comme la nouvelle banque de développement des BRICS et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures sont conçus pour financer effectivement des projets d'envergure dans des conditions beaucoup plus souples que les projets des institutions de Bretton Woods. En Afrique, ici, on a plusieurs institutions financières qui se positionnent ces dernières années comme acteurs clés du financement alternatif du développement, en réponse effectivement à la nécessité de s'éloigner des modèles traditionnels fondés sur l'aide extérieure. Et ces institutions mobilisent des ressources internes de capitaux privés. Par exemple, il y a la Banque africaine qui est actuellement en Assemblée générale. J'ai discuté tout à l'heure avec un partenaire, est-ce que la Banque africaine est réellement africaine? Voilà, c'est un autre débat, mais elle est là pour, en théorie, son mandat principal, c'est financer le développement de l'Afrique. Et il y a des mécanismes effectivement internes comme les green bonds, etc., les green financing qui se positionnent comme étant des modèles alternatifs de financement. Le projet Africa 50 ou Africa 50, qui est un guichet au sein de la banque aussi, qui se positionne comme un modèle alternatif. Il y a d'autres institutions comme au niveau de la CEMAC, au niveau de la CEDEAO, des banques régionales qui se positionnent pour financer le développement et surtout dans le domaine du financement climatique. Des efforts sont en train d'être faits puisque quand on regarde l'espace global, malgré les discours dans les négociations COP, etc., mobiliser les ressources du Nord global devient de plus en plus difficile. Donc, il y a des ingénieries financières qui sont en train de s'opérer pour, disons, être l'alternative du financement de notre développement. Donc, il y a l'autre point, c'est l'intégration économique régionale. Donc, là, il y a le modèle on a parlé donc de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale qui constitue actuellement une plateforme, une opportunité stratégique pour le commerce intra-africain, rehausser un peu le niveau du commerce intra-africain pour renforcer la résilience et l'indépendance vis-à-vis des marchés très volatiles actuellement, le marché mondial. Par exemple, il y a des projets transfrontaliers d'infrastructures tels que dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des routes, dans le domaine des technologies de l'information, financés conjointement par plusieurs pays africains.
dans le cadre de la SLECAF. Il y a l'autre modèle de mutualisation des connaissances et de technologies. Par exemple, les partenariats Sud-Sud qui favorisent le transfert de technologies adaptées aux contextes locaux, comme le cas de la coopération dans le domaine sanitaire, Cuba, Afrique, ou dans d'autres domaines avec la Chine, où en plus des projets d'infrastructure, il y a aussi des aspects de contenu local et de transfert de compétences. Donc, le grand défi dans tout ça, dans ces nouveaux modèles de financement, d'abord, il y a une capitalisation très limitée. De nombreuses institutions actuellement régionales ont une base de capital modeste comparée à leur ambition. Comparé à leur ambition, ils ont une base de capitalisation très modeste. Le deuxième défi, c'est le manque de projets bancables. Tel que beaucoup de rapports ont montré que beaucoup de projets ne sont pas suffisamment préparés, des problèmes de technicalité, des problèmes de viabilité financière et d'études d'impact, ce qui limite leur capacité à attirer des financements alternatifs ou des financements privés. Pour aller rapidement, il y a les risques perçus aussi et des risques très élevés. Je pense que c'est Anne qui a parlé donc des problèmes d'assurance, des primes d'assurance. Donc les risques sont très élevés en Afrique, étant donné que nous ne contrôlons pas les institutions de notation. Il y a une faible capacité technique et absence de coordination parmi ces institutions. Et il y a aussi un marché, la faiblesse du marché financier africain et finalement les risques d'endettement. Donc, qui font que les modèles de financement alternatifs ne sont pas aussi suffisamment développés. 2 points ou 3 points de recommandation pour terminer. À mon avis, il faut créer des mécanismes de financement endogènes, comme des fonds souverains africains pour des transitions vertes et numériques, et renforcer la diplomatie économique, on a parlé tout à l'heure dans le premier panel, pour parler d'une seule voix dans les forums mondiaux, institutionnaliser des plateformes sud-sud d'échange de savoir en soutenant donc les universités et les think tanks, mais aussi les échanges nord-sud, comme c'est le cas ici, entre Yale et Dakar et le Nigeria, et finalement promouvoir une gouvernance participative. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Aïdara, pour cette synthèse qui nous donne un aperçu des différents types de financement et des modèles aussi qui existent. Peut-être j'aurais pu poser la question à savoir, est-ce que vous avez des exemples de partenariats qui a vraiment réussi? Mais peut-être je peux laisser ça à la partie questions-réponses. Alors, vous avez plus parlé sur le volet institutionnel, mais je pense qu'à part ça, il y a quand même des acteurs qui constituent un véritable levier dans le secteur privé, mais aussi la diaspora, qui contribue vraiment au développement des différents pays, des continents aussi, si je peux le dire ainsi. Donc, cette question va m'amener vers Madame Verhaeghe, à qui je vais poser la question à savoir, aujourd'hui, en tant que contribution de la philanthropie du secteur privé et de la diaspora, bien sûr, comment est-ce que cela contribue concrètement au développement de l'Afrique? Je vous laisse les micros. Merci. Déjà, merci pour l'invitation et de me permettre d'avoir la parole. Avant toute chose, et je suis une femme et je vais prendre un exemple avant de répondre à la question. Je vais donner un élément de ma vie personnelle et comme bon, Marie s'est présenté, il est dans la salle, donc de notre vie personnelle. Et prenez cet exemple comme si je parlais du continent africain. Et je vais être très brève. Je suis maman, donc, et comme beaucoup sur tout le continent, nous sommes des femmes, à porter aussi les futures générations avec les hommes. Notre première fille est trisomique.
Donc quand elle est née, on pouvait, selon le regard médical, imaginer que ce serait extrêmement difficile pour elle de parler et de faire partie de ce monde. Ça pourrait être le regard qu'on pourrait avoir pour le continent. Et là, il s'avère qu'il faut être extrêmement rapide dans notre positionnement et dans notre leadership. Le leadership, c'est se dire, est-ce que je passe un temps fou à me plaindre de ça, à m'apitoyer sur mon sort, ou à me positionner comme parent pour regarder comment je réponds le plus rapidement possible à ses besoins. C'est-à-dire, son besoin, c'est d'accéder à une éducation, à un positionnement, à savoir parler, à savoir faire partie du monde, à avoir accès à l'éducation. Or, toutes les données au départ montraient que c'était difficilement accessible. Familialement, nous avons fait le choix d'avoir un positionnement éthique et un leadership. Et c'est ça dont l'Afrique a besoin. Le continent, de ce leadership. Oui, on sait ce qui s'est passé. Mais si je passe 10 ans de ma vie à me plaindre de pourquoi cette petite fille est dans ma vie, j'ai 10 ans de sa vie qui est complètement perdue. Et ça, ce sera ma responsabilité de mère et sa responsabilité de père. Donc, tout de suite, de quoi a-t-elle besoin ? Elle a besoin qu'on mette en place des synergies, une forme de soutien au niveau de la prise de parole. Donc, c'est-à-dire l'orthophonie, elle a besoin qu'on l'accompagne sur la psychomotricité. Je vais être très rapide. Aujourd'hui, Maëlia aura 16 ans au mois de juillet. Elle est ceinture bleue de taekwondo. Elle joue de la batterie. Elle est en 3e avec une aide. Ça, c'est le positionnement que le continent attend de nous, et tout un chacun. Et ça doit être rapide, rapide. Il n'y a pas à se demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est là. Non, elle est là. Elle est là et elle a besoin de nous. Elle a besoin de nous en tant que parents. Mais le continent, dans chaque pays, dans sa diversité, des points les plus reculés à chaque pays, a besoin de nous. Et ça, c'est notre positionnement tout de suite. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, aujourd'hui, pour agir tout de suite? Et il s'agit de la vie de quelqu'un et donc dans l'ensemble de la multiplicité des vies de tout un chacun. Maintenant, pour répondre à la question financière, je suis artiste, j'ai un parcours de 25 ans comédienne pour des raisons. Ma mère est indienne, mon père est guadeloupéen. Pour des raisons que je vais passer, je suis née en France. Pour d'autres raisons, ça fait 11 ans que je vis au Sénégal. Pour tout le temps, pour des raisons intimes et familiales. Et j'ai voulu monter des projets. Je suis française. J'aurais pu avoir accès à certains financements. Si moi, Nathalie, je décide donc d'aller frapper aux portes faciles, je n'agirai pas et je ne montrerai pas qu'on peut avoir d'autres ressources financières. Donc, j'ai créé une compagnie qui s'appelle La Lune Nouvelle et j'ai voulu monter des projets artistiques ici, participant à l'employabilité des personnes et des ressources locales. Pour ça, j'ai frappé à la porte. Pourquoi ? Pour leur exemplarité, pour leur humanité. Je suis allée voir 2 personnes qui sont en panel avec moi, qui à ce moment-là étaient chez Open Society, l'OISF. Ce que j'ai rencontré avant toute chose, avant le soutien financier, c'est l'humanité. On aurait pu me regarder de haut, on aurait pu dire mais d'où elle vient, on pourrait dire mais pour qui elle se prend, et puis d'où on va investir tant et tant dans le secteur culturel. L'impact du secteur culturel est à prendre en considération sérieuse, très sérieuse. Justement parce que on touche par l'émotion, comme Aïssatou a dit, et l'émotion en latin c'est emovare. Emovare, ça veut dire être en mouvement. Si on n'est plus en mouvement et qu'on n'est que dans la pensée, alors l'impact est réduit de moitié. C'est prouvé scientifiquement sur notre capacité, nous, à agir. Ils m'ont soutenu. Donc la philanthropie a permis que je puisse agir artistiquement. Je vais prendre juste un exemple de 2022. Sur la Biennale de 2022, La Lune Nouvelle a porté un projet qui s'appelle Les Restes Suprêmes, qui était sur la question de la restitution des œuvres à l'Afrique. Ça veut dire 185 emplois locaux. De la personne qui fabriquait le bambou en Casamance, de la personne qui l'a acheminé jusqu'à Dakar, des 400 mètres carrés de décors que nous avons fait au Musée des civilisations noires,
C'est 185 emplois, 211 étudiants qui ont pu voir le projet. 185, c'est le peintre, c'est le sculpteur, c'est le menuisier, c'est celui qui fabrique le métal. Tous ces emplois sont venus de Dakar et des régions les plus éloignées. Je vous dis jusqu'à la Casamance où on est allé chercher le bambou. Cette philanthropie, elle est importante et essentielle. On a besoin de comprendre que sur le continent, nous avons besoin de mettre les ressources en commun, que le secteur privé, 1%, si 1%, un petit pourcentage, était pris et que les entreprises privées avaient envie d'investir dans ce fonds, dans un fonds que l'on pourrait créer, un fonds philanthropique, où on mettrait 1%, on arriverait à un fonds suffisamment colossal pour pouvoir réinvestir. Et dans le culturel, mais pas que. Oui, quand Madame parlait de Mbour, mais il y a des exemplarités de ressources dans les villages. Il y a des gens qui ont des idées extraordinaires parce que dans leur quotidien, ils sont confrontés à des problématiques d'accès à l'eau, d'accès à l'éducation, d'accès à un environnement sanitaire sain. Ils ont des idées, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir faire que ces idées-là, on puisse investir et regarder la faisabilité et aussi, pourquoi pas, l'impact sur tout un pays déjà, qui serait le Sénégal, toute une ville. Voilà, donc il y a pour moi la nécessité de la philanthropie, la nécessité que cette philanthropie et que ce fonds d'investissement puisse être créé en même temps par le secteur privé, si tout le monde avait envie d'investir 1%, et puis la diaspora. On a besoin, alors effectivement, beaucoup, pour plein de raisons qui ont déjà été citées tout à l'heure, sont partis. Cette diaspora, elle participe à l'économie, puisque de toute façon, une fois qu'on est à l'étranger, on continue d'envoyer des fonds pour la famille, pour soutenir un tel dans les frais médicaux. On a besoin de faire sentir à cette diaspora qu'il est important aussi d'investir, de revenir si possible, mais d'investir. Et pareil, je vous assure, 1 à 2% qu'on mettrait dans un fonds commun ferait toute la différence économiquement sur tout ce qu'on pourrait mettre en place. Je remets en lien cet investissement avec l'investissement parental parce que je l'ai senti au plus profond de ma vie de femme en tant que mère. C'est-à-dire, c'est cet investissement minutieux dans le potentiel que même un enfant, quand il a le plus gros handicap au point de départ. Donc on pourra dire tout ce qu'on veut, constater que l'Afrique a tel et tel et tel et tel et tel et tel handicap, que le continent a tel et tel et tel handicap. La différence tient à notre regard, à notre responsabilité, aux ressources qu'on est capable de mettre en place. Ça veut dire identifier pour une maman et un papa quelle est la meilleure orthophoniste qui va pouvoir nous aider, comment on met en place. Un exemple tout bête, notre fille ne nageait pas, donc elle ne savait pas nager. Puis, à un moment donné, quelqu'un m'a dit, il y a un monsieur sur la plage de Ngor qui un jour est allé aux États-Unis, s'est formé à accompagner les enfants avec un handicap. Donc je suis allée voir ce monsieur qui a dit, oui, qui va faire que notre fille va savoir nager. Donc il l'a mise dans l'Angor. Et puis un jour, je le vois partir, elle avait la bouée, puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il part très loin quand même moi. Mais en fait, elle sait nager en pleine mer maintenant. Et ça, c'est parce que, comment on identifie cette ressource de cet homme-là, sur la plage de Ngor, qui prend des cours et qui demande seulement 2500 francs CFA, et qui, avec ça, a fait la différence de toute une vie. Et ça, des ressources comme ça, il y en a partout autour de nous. À nous de les regarder, de savoir les valoriser, de rendre cette communauté de
de la bâtir, comme on a bâti une communauté autour de notre fille, pour que sa vie soit juste la plus merveilleuse possible. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On regarde le futur. Est-ce que le jour où on ne sera pas là, on veut qu'il y ait une jeune femme adulte, autonome, mature et fière d'être elle-même? Et c'est ce qu'on crée au quotidien. Et je pense que le continent, et je dirais le continent plutôt que l'Afrique, dans chacun des pays et chacune des communautés, c'est ce qu'on a à faire. Et pour ça, la philanthropie, créer un fonds commun, c'est très important, qui nous appartiendrait plutôt que de continuellement aller chercher des ressources à l'extérieur. Je m'arrêterai là. Merci. Ça fonctionne, oui. Alors, merci beaucoup, Madame Aïdara. C'est très édifiant, ce qui ressort de vos paroles. Ah oui, en plus, quand il a pris la parole, il a dit « Je suis le mari ». Et j'ai osé. Bon, c'est M. Aïdara qui est à côté de moi. Alors, ce que je retiens de votre intervention, c'est que tout est question de mindset surtout. Et je me dis qu'aujourd'hui, nous, les jeunes Africains, nous avons besoin d'avoir des modèles africains. Les personnes qui sont restées et qui sont revenues en Afrique, ou même s'ils ne sont pas revenus, ont une force que peut-être nous, on n'a pas. Ils ont beaucoup plus un large aperçu de nos réalités et de comment est-ce qu'on peut certainement détecter le potentiel qu'il y a dans chaque pays pour pouvoir l'exploiter. Et c'est comme ça qu'on pourra évoluer. Et qui parle de secteur privé, qui parle de diaspora, parlera aussi d'éducation. Et c'est ça qui va m'amener à la troisième question qui va être adressée, excusez-moi. Alors, ça va être adressé à Ibrahima. Étant Yale Fellow, j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à toute l'équipe de Yale. Bienvenue au Sénégal, pays de la Teranga. J'espère que vous vous y plaisez. Alors, on parle d'éducation. Qui parle d'éducation, ils ont dit tout à l'heure, c'est vraiment la base. Comment est-ce que, à travers les relations de Yale, comment est-ce qu'on peut créer justement ces climats où on pourra faire de la transmission, où on pourra essayer d'avoir ces partenariats qui vont nous permettre de vraiment essayer de co-construire des initiatives sur le plan éducatif pour créer des leaders aussi, parce qu'à ce jour, on en a besoin. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela? Merci. Merci beaucoup, Balkissa, et rebonjour. Je suis très heureux aujourd'hui parce que non seulement je revois Emma, que je n'avais plus revue depuis très longtemps, mais aussi j'ai mes deux anciens, mon ancien patron qui est là, le docteur Aïdara, qui était notre patron à moi et à ma sœur Yael Hélène Ndiaye au niveau de Open Society Foundation. Il était le directeur exécutif. Et aussi Njoya qui est mon nouveau boss. Donc je suis très chanceux aujourd'hui de les avoir ici. Et bien entendu notre Arsi, Madame Maïga, qui est la boss du système des Nations Unies au Sénégal. Mais je voudrais juste commencer par dire qu'en réalité, moi quand je suis allé à Yale, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que je n'y suis pas allé d'abord en tant que spécialiste de la gouvernance que je suis. Donc beaucoup de gens auraient peut-être pensé que c'est à cause du travail que je faisais dans la gouvernance en Guinée, au Ghana, dans différents pays, que j'ai eu accès à ce fellowship. C'est vrai, cela a peut-être contribué à ce que je sois accepté au fellowship, mais ce qui a plutôt joué, c'est le fait que je sois aussi écrivain et poète. Pour vous dire en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour vous dire que j'ai compris que dans la vie, il nous faut développer plusieurs talents. Si vous avez un seul talent, même si vous êtes le meilleur dans votre domaine, si vous n'avez pas cette valeur ajoutée, vous ne serez pas une personne intéressante. Donc, les gens m'ont prêté l'oreille, les gens ont voulu savoir ce que j'avais à offrir en tant que spécialiste des questions de gouvernance, etc. Tout d'abord parce qu'ils ont vu que j'étais écrivain, poète, et c'est cette porte-là qui m'a fait entrer dans ce fellowship.
Donc j'insiste vraiment sur cette question, sur ce point-là. Je veux dire, surtout dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il faut impérativement développer plusieurs talents. Et souvent, je dis toujours aux gens, la plupart d'entre nous avons des talents uniques que nous ne développons pas. Peut-être parce que l'environnement dans lequel nous grandissons ne nous encourage pas à le faire. Moi, j'ai eu la chance ici d'être entouré par des gens. Il y a mon frère Malène qui est là, il y a mon ami Fossard et d'autres qui m'ont énormément poussé pour me dire, voilà, tu as un talent, il faut continuer, il faut creuser, etc. Et donc, ça a été la porte d'entrée. Mais je voudrais aussi dire que moi, je me suis jamais dit en allant à Yale que c'est Yale qui allait m'apprendre à changer ma communauté. Ça, je me refuse même d'avoir ce genre d'idée. Mais je me suis dit que Yale pouvait m'offrir un cadre. Et ça a été le cas. Yale m'a offert un cadre où j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui ont fait des choses exceptionnelles dans le monde que je pourrais soit prendre comme exemple ou comme mentor. Et à qui aussi je pourrais partager la petite expérience que j'ai. Parce que j'ai fait un constat douloureux en faisant quelques universités nord-américaines, pas seulement Yale, Stanford, mais aussi NYU, où j'ai enseigné pendant le semestre d'automne en 2023. On se rend compte que la question de l'Afrique n'est pas prise en compte. Souvent, vous vous demandez même, vous posez des questions, vous dites, mais comment se fait-il que dans nos discussions, on ne parle pas d'Afrique? Mais ce n'est pas parce que ces gens-là ne veulent pas parler d'Afrique. C'est souvent que les gens ne savent pas ce qui se passe sur le continent. Et pour moi, c'est l'opportunité que j'ai voulu saisir en allant à Yale. Parce que le fellowship de Yale, comme celui de l'université, et surtout celui de Yale, vous donne cet espace où vous côtoyez d'autres personnes qui ont fait des choses exceptionnelles dans le monde. Je vous donne 2-3 exemples. Le premier exemple, Julio Guzmán, leader du parti Purple Party au Pérou. Un homme qui était dans la société civile et qui s'est un jour levé, qui a dit « j'entre en politique ». Je ne pense pas que j'aurais eu peut-être l'opportunité de rencontrer quelqu'un comme ça, je veux dire dans un autre espace. Je me suis assis avec lui, il m'a expliqué tout ce qu'il a fait, quels sont le nombre de sacrifices qu'il a dû faire, les démarches qu'il a dû entreprendre pour arriver à ce stade. Pour moi, ça c'est important. Deuxième exemple, Leonid Volkov, stratège d'Alexis Navalny. Sûrement vous connaissez Alexis Navalny, qui est décédé, qui est mort, empoisonné il y a quelque temps. Alexis était l'opposant de Vladimir Poutine. Il est Wall Fellow de Yale. Son numéro 2, Leonid Volkov, nous étions dans la même promotion. Lorsque Open Society a commencé à travailler sur des questions de cybersécurité, sur des questions de gouvernance, de la digitalisation, etc., tout le monde voyait Volkov comme quelqu'un qui pouvait nous apporter quelque chose. Mais quand nous leur avons dit, on va vous amener Volkov au Ghana, ils n'y croyaient pas. Volkov est venu au Ghana. Volkov a formé des jeunes Ghanéens. Pour moi, ça c'est important. Troisième exemple, je vous donne, parce qu'avant de quitter Open Society, je travaillais sur des questions de restitution du patrimoine de l'Afrique. Alors, on cherchait un peu partout une figure de proue qu'on pourrait mettre en avant pour travailler sur ces questions. On avait un grand débat qui devait être organisé à Accra et il fallait quelqu'un du sud, de notre pays, d'un autre continent, bien entendu, et Oyungerel, qui est une des fellows de Yale, qui a été ministre de la culture et de la communication au niveau de la Mongolie, qu'on a fait venir jusqu'à Accra pour expliquer comment est-ce qu'elle a pu faire rapatrier du patrimoine qui a été volé à la Mongolie, dont des squelettes de dinosaures. Donc vous voyez en fait, c'est pour vous expliquer un peu l'intérêt de ces espaces. Pour moi, c'est moins l'université. C'est moins, voilà, ces choses-là. C'est pas ça qui m'impressionne. Pour moi, ce qui est important, c'est l'espace. Pourquoi? Parce que, disons-nous la vérité, souvent, dans nos pays, on essaie de tout faire pour
souvent amener certaines personnalités ou voilà, certains acteurs clés à assister à des débats. Mais si vous n'avez pas d'entre-gens, ces gens ne viennent pas. Or, moi, il y a des gens que j'ai rencontrés quand j'étais à Yale, que je n'aurais jamais rencontrés dans d'autres lieux. Y compris des présidents africains, comme Nana Akufo-Addo à l'époque, le président Goodluck Jonathan, et d'autres, qui sont venus là-bas tout simplement parce qu'il y a une marque qui s'appelle Yale, donc c'est un brand Yale. Ils sont venus et ils ont non seulement pu parler de l'Afrique, donc partager leur vision de l'Afrique, être écoutés par des étudiants américains et d'autres horizons qui étaient là, écouter ces présidents, les voir comme de potentielles sources d'inspiration, pour moi c'était une victoire quelque part pour nous. Parce qu'en réalité, le débat, il n'est pas seulement au niveau national. Le débat, il est aussi au niveau global. Et aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous devons nous positionner au niveau global pour qu'on nous écoute. Parce que sincèrement, je vous le dis, avec toute la franchise, les gens n'écoutent pas l'Afrique. L'Afrique n'intéresse pas les gens à travers le monde et même dans les plus hauts cercles. Les gens ne savent pas que Dakar est la capitale du Sénégal, que Freetown est la capitale de la Sierra Leone. Des fois, on pense même que ce sont des noms de capitales que vous inventez. C'est pourquoi nous devons être dans ces espaces. Ce n'est pas pour vous dire que non, c'est Yale qui va changer le monde, c'est Yale qui va changer... non, Yale ne changera pas le monde, Yale ne changera pas le Sénégal. C'est nous-mêmes qui allons changer le Sénégal, nous-mêmes dans nos communautés. Yale peut créer cet espace, parce que Yale a le convening power, Yale a le brand, Yale a la capacité de créer cet espace où chacun est en confiance. Et c'est le dernier exemple que je vais vous donner. Omar Mohamed, que tout le monde connaît sous le nom de Mossoul Aï, icône au niveau de l'Irak. Emma a dû jouer de tact pour faire venir, comment il s'appelle, Omar, au niveau de Yale, parce qu'il était, sa vie était en danger. Mais Omar est venu au niveau de Yale, on était dans la même promotion, on a pu échanger, on a pu, comment dire, s'entraider. Et aujourd'hui, il fait un travail exceptionnel. C'est vrai qu'il est en asile politique en France, mais aujourd'hui, à cause de ce réseau, il a les coups de franche et la possibilité de pouvoir faire des choses. Et tout dernier point, pour vous montrer un peu l'importance de ces cadres, moi, je me rappelle toujours d'une image qui m'a choqué. Je ne sais pas si Emma se rappelle de cela. Jamal Khashoggi. Avant son exécution, Jamal Khashoggi était venu à Yale nous parler, nous étions dans la même salle comme ça, où on parlait de liberté, où on parlait de, voilà, de comment faire pour faire avancer le good society, etc. Et quelques temps après, malheur à lui, il est parti, je pense que c'était en Turquie, il a été exécuté. Donc pour vous dire en fait que c'est aussi des espaces dans lesquels nous rencontrons des gens, mais des gens qui partagent des valeurs avec nous. Ce n'est pas ces mythes-là, les skulls ou ces sociétés secrètes auxquelles on pense. Parce que je sais que quand on pense souvent aux universités nord-américaines, on pense beaucoup à ces mythes. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec cela. Ce sont des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, des gens qui font un travail important au niveau de leur communauté, des gens qui ont une vision pour leur pays. Et dans ces espaces, nous avons non seulement la possibilité de dialoguer, parce que c'est des espaces dans lesquels il y a la confiance, il y a le respect, mais il y a aussi des ressources qui permettent aux gens de pouvoir faire le travail qu'ils font. Et au-delà de ce fellowship, aujourd'hui, l'impact, ce n'est pas seulement au niveau personnel, c'est au niveau des organisations, c'est au niveau des entreprises, parce que toutes les personnes qui peut-être ont partagé cet espace aujourd'hui se sont soit engagées en politique ou sont dans des organisations internationales ou ont des organisations communautaires, en tout cas, contribuent de manière durable au développement dans leur localité. Et c'est là où je veux en terminer, pour vous dire que sincèrement, pour moi, et c'est ça qui me fait un peu mal aujourd'hui, c'est que pour moi, ce n'est pas seulement à Yale de créer ces espaces-là. C'est très bien que Yale crée ces espaces,
Et c'est bien que Yale soit toujours là pour créer ces espaces au niveau global. Parce qu'ils ont une porte d'entrée au niveau global que nous n'avons pas. Mais au niveau local, ce n'est pas Yale, c'est nous-mêmes. Nous devons créer des espaces au niveau de nos pays, au niveau de nos localités, pour pouvoir avoir des dialogues, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais comment allons-nous y arriver? Souvent, quand on appelle, je vous assure, il y a certaines autorités, vous leur demandez de venir à certains niveaux, ils ne le feront jamais. Je pense que c'est là aussi la question qu'il faut se poser, le travail qu'il faut faire. Et je m'en arrête là. Merci. Merci beaucoup, Ibrahima. Ce fut vraiment très édifiant. Et ce qui me revient surtout, c'est une conviction que j'ai moi-même, c'est que de nos jours, les tendances changent tellement qu'il faut qu'on ait des compétences multiples. Ça nous permet de vraiment nous adapter facilement. Et si tu rates la tendance, c'est que clairement, tu restes à la traîne. Et c'est très stratégique d'appartenir à ce genre d'initiative parce que finalement, c'est des cadres stratégiques qui peuvent nous permettre de facilement gagner d'expérience à travers la leur, d'avoir des personnes qui peuvent nous permettre de changer déjà nos mindsets, de mieux nous outiller. Et surtout, quand ils nous outillent, c'est que nous aussi, quand on revient dans nos pays, on duplique cela et ça nous permet d'avoir un avantage, un large espace, de pouvoir avoir beaucoup plus d'impact. Alors, on ne va pas trop s'appesantir dessus. Je pense qu'il nous reste juste 15 minutes pour des questions. Comme ça, on va clôturer et je pense qu'on va être très strict sur ça. Maximum 13h45, on essaie de libérer tout le monde. Alors, s'il y a des questions, je vous donne la parole, le temps de... oui. Alors, il y a une question là-bas, ici aussi. J'ai été dans beaucoup d'espaces dans lesquels la décolonisation est en train d'être portée. Et on se rend compte malheureusement parfois que ce qui manque, c'est les outils, les instruments pour pouvoir ramener davantage de ressources et de moyens vers notre continent. Je donne un exemple très simple. Pour ceux qui sont dans la philanthropie, on vous dira souvent que oui, il faut encore donner des ressources à telle organisation du Nord, parce que telle organisation du Sud n'a pas encore les moyens de porter telle activité, ou n'a pas encore les moyens d'absorber les ressources, ou n'a pas encore les moyens de porter cette gestion-là. Et pour en avoir fait les frais, parce que je représente une organisation qui se disait américaine et aujourd'hui qui se dit une organisation globale, je suis arrivé à une période où les choses étaient très centralisées. Et aujourd'hui, on est dans une période où on cherche à avoir beaucoup d'organisations du Sud qui sont capables, dans ces espaces-là, de porter le discours. Et souvent, ce dont je me rends compte, c'est qu'au-delà de l'émotion, on n'est pas assez représenté, on n'est pas assez appuyé, on n'est pas assez impliqué. Il n'y a pas une capacité, une force de proposition qui s'accompagne de moyens d'action qui soient des moyens d'action précis. Donc je pense qu'il faut beaucoup investir dans nos organisations, investir dans nos ressources humaines et prendre une distance émotionnelle par rapport à ces questions et avoir des propositions qui permettront d'être en lien avec ce que le monde du développement, ce que le monde de la philanthropie, ce que les financements demandent comme outil technique, parce qu'il y a beaucoup de choses que ça demande. Et ça me permet de toucher au deuxième point qui a été abordé sur la culture. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Et je trouve que c'est quelque part où le pays blesse très souvent. Malheureusement, on a beaucoup dévalorisé le savoir dans nos pays. On a beaucoup dévalorisé le savoir pratique. On a beaucoup dévalorisé le savoir qui vient de l'histoire de la culture. Je pense que dans beaucoup de pays qu'on visite, je ne vais pas donner l'exemple de la France, de l'Égypte, le Mexique, etc., etc., ce sont des pays qui ont placé la culture au cœur de leur développement. Et cette culture, ce n'est pas une culture qui est importée. C'est l'avantage comparatif qu'on a d'avoir une civilisation, une société, une histoire, un savoir-faire que quelqu'un d'autre n'a pas. Et qui fait qu'on a envie de venir au Sénégal et de ne pas aller en France. Ou qui fait qu'on a envie d'aller à Nairobi et non pas à New York. Et malheureusement, je ne vois pas de signaux qui montrent qu'on a envie d'investir davantage dans ces secteurs-là. Aujourd'hui, il faut le dire de manière triviale, hein, la culture, vous en parlez, moi mon frère, c'est vraiment, il est poète. Quand dans l'espace il parle de poésie, on se moque de lui. Les gens, ils rigolent. Dans d'autres pays, c'est valorisé et c'est utilisé comme une force motrice. Et je pense qu'il l'a dit. Aujourd'hui, ce qui le définit, ce n'est pas le fait qu'il soit
un chercheur sur les questions de sciences politiques. Je pense que ce qu'il définit, c'est son savoir éclectique. Et ce savoir-là, il est fortement inspiré par la culture. Et dernier point, je voulais intervenir pour le premier panel, toujours en lien avec ce que vous avez dit, l'essentiel de ces choses-là sont financées sur ressources extérieures. Comme si ça ne nous intéressait pas et si ça ne nous concernait pas. Mais cette philanthropie, elle est essentiellement étrangère. C'est à se poser la question de savoir si ceux qui gagnent des ressources sous nos cieux ne sont pas intéressés par répliquer des choses qui permettent à des organisations de fonctionner dans nos pays. Donc c'est aussi un appel qu'il faudra lancer au secteur privé pour qu'au-delà de gagner du profit, au-delà de faire des actions isolées, qu'ils puissent contribuer à un effort de replacement de la culture, de l'art, du sport au cœur du développement, parce que ce sont des choses qui sont importantes. On a beau faire des réformes, on a beau faire X, Y, Z, si on n'a pas un patrimoine commun qui nous inspire une vision commune, les politiques viendront avec des discours, on sera endormi, et malheureusement, on se retrouvera encore dans des salles pareilles à discuter des mêmes questions. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci pour votre intervention. Je pense que ça m'a beaucoup inspiré. Je vais le récupérer. Pour moi, on parle de partenariat, et lorsqu'on parle de partenariat, on ne peut pas ne pas parler de théorie du changement. En fait, les partenaires financiers, comme les philanthropes, entre autres, investissent beaucoup d'argent. Mais où? Comment? Et justement, le gros souci souvent, c'est qu'il n'y a pas de théorie du changement. Et cette théorie-là repose également sur la communauté, qui doit pouvoir dire les choses et que les choses dites puissent conduire les changements qui vont être financés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme disait Ibrahim tout à l'heure, en fait, il faut savoir se diversifier. Par contre, se diversifier, c'est pas se réveiller un matin et dire je peux faire ou je vais faire. C'est savoir renforcer les compétences techniques et les compétences transversales. En fait, il ne faut pas jouer mon rôle. Il faut être. Et ça, c'est important. Je pense que ça pourrait mieux convaincre les partenaires à investir. Tout à l'heure, il m'a marché sur la langue. Parce qu'en fait, lorsqu'il parlait, je me disais, mais tiens, pourquoi on n'a pas de fellowship, de Yale Fellowship à Dakar? Pourquoi on n'en a pas à Saint-Louis? Pourquoi on n'en a pas dans les différents pays de l'Afrique, de l'Océan, du Centre, entre autres? Parce qu'en fait, vous êtes des alumni. Mais vous avez aussi le devoir, en fait, de faire de sorte que les choses soient dupliquées au niveau national, au niveau local. Et mon dernier point, c'est par rapport au modèle économique. Parce qu'en fait, en France, on pense souvent financement apporté par des bailleurs, des philanthropes, ainsi de suite, mais la prestation qui est aussi une forme de financement. Pour moi, aujourd'hui, une organisation XYZ des Nations Unies, l'Union Européenne, un philanthrope, n'importe qui peut avoir besoin d'un service. Va avoir une entreprise sociale et solidaire, par exemple. Je prêche pour moi-même parce que moi, j'ai une entreprise sociale et solidaire, elle. Je ne vais pas forcément demander de l'argent pour après dépenser ça comme je veux. J'ai des services. Ben, mon modèle économique, j'offre mes services, on me donne de l'argent et je vais investir dans le social à travers les services. J'ai pu récolter les fonds qui me permettent de faire de l'impact. Donc du coup, dans cette réflexion partenariat stratégique, il faudra vraiment intégrer ce volet prestation de services qui a forcément un impact au niveau social et culturel. Je vous remercie. Qui va la parole? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la qualité des différentes réponses qui ont été données. Mais je voudrais quand même remercier Ibrahim, que j'ai rencontré pour la première fois au Ghana. Il y avait un atelier où Siwa m'avait invité et je suis arrivé au Ghana, à Accra. J'ai rencontré Ibrahim. Et à la fin des ateliers, je lui ai parlé d'un projet porté par mon organisation. Et je comprends maintenant pourquoi tu as été sensible à ce que ce projet soit soutenu par Osiwa, parce qu'il s'agissait effectivement de Dialogue Démocratie, la première édition. C'était un programme pour renforcer les capacités des jeunes en termes de compréhension des questions démocratiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est parce que vous êtes artiste, vous êtes écrivain, que vous avez compris effectivement la portée de ce projet-là. Et j'ai aussi été au courant de comment vous vous êtes battu pour que ce projet soit soutenu, parce que vous comprenez l'efficacité des artistes. Ça permet de le lier à quelque chose que Mme Darak a dit. Mme Darak a parlé de rapidité dans la réaction par rapport à un problème.
les politiques réagissent de manière procédurière. Ça prend du temps, ça réfléchit, ça se réunit. Alors que le problème est là. C'est-à-dire qu'on dit qu'à Guédiawaye, il y a des problématiques de délinquance, les politiques organisent des réunions. Et pendant ce temps, les populations sont dans une insécurité, alors qu'on a besoin de réagir rapidement. Et l'exemple que vous avez donné pour votre fille, c'est un exemple de rapidité et de réaction d'artistes aussi. Et de réaction d'artistes, parce que les artistes se comptent d'abord sur eux-mêmes. Et en fait, ils sont aidés par leurs émotions. C'est dans ce sens que l'émotion, effectivement, est importante. Parce que l'émotion nous entraîne la réaction, la réactivité. Donc, c'est fondamentalement important. Maintenant, je voudrais parler de partenariat. Mais quand je parle de partenariat... 2 minutes. Oui, partenariat, quelque part, c'est ceux qui signent des partenariats comprennent partenariat. Mais les personnes à qui ce partenariat est destiné comprennent assistanat. C'est pourquoi ils ne participent pas à ce partenariat. Ils sont assistés. On a vu récemment une vidéo qui circule et qui donne de l'argent à des militants, effectivement, pour les soutenir pour la Tabaski. Donc, ça me permet de revenir aussi à comment nous devons être capables de concessions idéologiques. Je parle d'un exemple. En 2012, Y'en a marre a été j'ai été directeur artistique de Y'en a marre et ça a été une opportunité de rencontrer plusieurs personnalités. Et à l'occasion, j'avais rencontré Malik Sissouli, directeur de FH, directeur qui était le président de la Fédération sénégalaise de football, qui connaissait le directeur de FH, mais lui, il aimait beaucoup le combat de Y'en a marre parce que c'était une sorte de vengeance contre Wade, parce que Wade l'avait démis de la Fédération. Et il voulait se venger entre guillemets contre Wade et il soutenait beaucoup de nos filles. Et je lui ai parlé d'un projet de Guédiawaye Hip-Hop, on avait un terrain qu'on voulait construire. Mais Y'en a marre, puisqu'il s'agissait de FH, Y'en a marre ne voulait pas que je m'intéresse à ce que je collabore avec FH parce que FH est une entreprise française. Après je me dis, mais attends, ce que je veux construire n'a rien à voir avec Y'en a marre. Et Y'en a marre veut m'empêcher d'accéder à cette opportunité. Moi, je veux réagir rapidement à une problématique. Dans mon quartier, il n'y a pas d'infrastructure culturelle. Pour écouter une bonne conférence, il faut aller à l'Institut français. Pour avoir une formation au métier artistique, il faut aller à Blaise Senghor. Il n'y a rien. On est dans une situation d'enclavement en termes d'infrastructure culturelle. Y'en a marre me dit, oui, nous sommes d'un point de vue idéologique, il ne faut pas nous approcher des entreprises françaises qui pompent l'argent de l'Afrique. J'ai dit, je n'ai pas pour le moment la capacité de dégager FH, mais j'ai la capacité de faire intervenir FH par la responsabilité sociétale de l'entreprise. Qu'est-ce que je fais? Ce que je fais en construisant cette infrastructure avec FH, ce n'est pas soutenir FH, mais c'est plutôt régler un problème ponctuel dans mon quartier. Les jeunes ont besoin de ce centre. Est-ce que, donc, il ne faut pas faire preuve de concession idéologique, c'est-à-dire me dire oui, je ne soutiens pas ceux qui sont contre, ceux qui pompent l'argent de l'Afrique, l'argent du Sénégal, qui ne paient pas les impôts. Mais en érigeant ce centre à Guédiawaye, ça permet d'éduquer citoyennement les jeunes, ça permet d'offrir aux jeunes un espace d'expression artistique et culturelle, ça permet aux jeunes d'être formés et ça permet de resocialiser l'ex-détenu. Et cet espace aujourd'hui a permis à des jeunes de remplacer un couteau, le couteau, ou bien une arme, avec un micro ou avec un appareil photo. Ce qui veut dire qu'il est très important que dans tout ce que nous faisons, d'associer les acteurs culturels, d'associer les artistes. Parce que la musique, ce n'est pas simplement l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. En Afrique, la musique signifie est un acte social. Donc, elle est
elle est complètement connectée à la société. C'est pourquoi il est important et impératif d'associer la culture à toutes les actions que nous faisons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je voudrais remercier Mme Nathalie pour l'exemple inspirant qu'elle nous a donné à travers sa propre histoire familiale, qui est une très grande, une analogie parfaite, en tout cas par rapport à ce qui se passe dans notre continent, ou sur notre continent. Et je voudrais demander l'autorisation pour pouvoir, en tout cas dans mon discours, donner l'exemple, votre exemple, si vous le permettez. Mais mon intervention sera plutôt axée sur ce que Aïdara a dit, sur les mécanismes de financement, mais également la coopération au niveau sud-sud. Mais moi, je suis allé pas au niveau sud, intercontinental, mais surtout intracontinental, c'est-à-dire au niveau africain. Vous avez parlé tout à l'heure de la CECAF, mais également du programme NEPAD sur les infrastructures pour le commerce intérieur, développer le commerce intérieur, etc. Et ici, c'était un bon exemple, en tout cas, pour le NEPAD, qui a marché jusqu'ici, dans certains cas, mais sur beaucoup de projets qui restent encore à réaliser. Sur la ZLECAF, malheureusement, jusqu'ici, autant les gouvernements que les populations ne comprennent pas c'est quoi la ZLECAF, cette zone de libre-échange africaine. Jusqu'à présent, on ne s'est pas approprié, même, c'est-à-dire les entrepreneurs, moi, producteurs industriels, je ne comprends pas les enjeux de la ZLECAF. Or, c'est fondamental pour notre développement. Vous avez donné l'exemple de la roadbelt je pense que c'est ça, roadbelt de la Chine, l'ancienne route de la soie, voilà, c'est ça, pour la reconstruire, ou même la Chine ne le fait pas parce qu'elle aime l'Afrique, elle aime le Brésil, non, elle le fait pour une question géostratégique, géoéconomique, parce que la Chine étant l'usine du monde, elle veut évacuer ses productions. Tout simplement, elle ne le fait pas parce que l'Afrique, elle veut aider l'Afrique. Non, elle ne le fait pas pour ça. Et le NEPAD avait compris ça. Malheureusement, jusqu'ici, on n'a pas pu développer ça. Je vous donne un exemple. Parce que la Chine est ici au Sénégal. En 2015, j'ai discuté avec Ibou sur un projet que j'avais élaboré sur la création d'un institut panafricain sur le design industriel. Le design industriel sur la production de produits manufacturiers. Avec que vous ne pouvez pas créer cette chaise-là sans avoir fait son design. Le design, ce n'est pas l'aspect esthétique seulement, c'est l'aspect pratique, mais également c'est l'aspect coût. C'est-à-dire qu'il faut que en ce moment-là, j'aille trouver un produit que je peux utiliser, qui ne soit pas trop élevé en termes de coût, et permettre justement tous ces talents, l'artiste, le scientifique, etc., pour pouvoir créer cette chaise-là, mais également vos chaussures et l'ensemble des équipements que vous utilisez. Et la Chine s'est inspirée de ce qui s'est passé aux États-Unis, en France, en Angleterre, parce que ces pays-là ont créé ces instituts-là depuis 100 ans. En 2015, j'ai fait la recherche, la Chine avait 50 écoles sur cette question-là. Et ils avaient comme objectif, dans 10 ans, d'en créer 200. Pourquoi? Parce que c'est ce savoir-là qui leur a permis aujourd'hui d'inonder le monde entier. Totalement. Vous avez besoin de quelque chose, les Chinois l'ont créé. Et ils l'ont créé à partir de quoi? Ils sont venus voir qu'est-ce que l'Européen a besoin. Qu'est-ce que l'Américain a besoin? Il crée le produit. Qu'est-ce que l'Africain a besoin? Il crée le produit. Et j'avais donné l'exemple quand nous discutions avec Thomas sur Kama, que Dieu l'appelle en son paradis, pour pousser le secteur privé à
accompagne, en tout cas, d'intégrer le projet. Et je lui donne un exemple simple, je lui dis, j'avais écouté une émission radio où il y avait une polémique. Certains disaient, mais pourquoi la nouvelle génération de newborn syndrome, c'est-à-dire ne mettent pas leur bébé sur le dos. Et d'autres disaient, non, mais parce que, oui, c'est par mesure de sécurité que je mets le kangourou maintenant. Et il y avait ce débat, je me suis dit, mais pourquoi pas lier les deux? Régler la question de la sécurité, mais tout en mettant toujours le bébé sur le dos, il y a 10 ans ou 11 ans. Entre ma réflexion et aujourd'hui, les Chinois ont déjà créé cette question, ils ont réglé. Ça existe maintenant, ils ont mis les clips. Et je leur ai donné l'exemple pour convaincre Mansour Kamal. Je lui ai dit, on est 1 milliard d'Africains. Sur ces 1 milliard, il y a 50% qui sont des femmes. Disons sur 10, ces 50%, disons 10% sont en âge de procréation. C'est-à-dire 500 millions d'isolotés, ça fait 50 millions. Sur ces 50 millions, disons chaque année, 10% ont un bébé. Vous avez 5 millions de bébés qui naissent et potentiellement 5 millions de clients à qui vous pouvez vendre ce produit. Et c'est ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, si je veux faire du foutou, je n'ai pas une machine pour le faire. Or, j'ai un marché de 300, 400 millions. Cette machine-là. Vous avez tous chez vous des petits mixeurs, des petits machins. Vous réglez même votre non-poste pour le faire maintenant, les femmes, vous le faites avec le mixeur. Or, il y a beaucoup de produits alimentaires qu'on fait, mais de manière traditionnelle. Or, l'industrie devrait pouvoir se positionner à ce niveau-là. Parce qu'on n'a pas, justement, c'est ce qui permet de faire cette réflexion, de faire cette création-là. Et justement, nous avions proposé en ce temps-là, pour qu'on puisse avoir cet institut panafricain, pour pouvoir centraliser un peu tout cela et que l'Afrique puisse se positionner au niveau national. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour votre excellente contribution, ainsi que toutes les personnes qui ont pris la parole. Alors, je pense que je vais juste laisser un dernier mot à nos différents intervenants. Ça nous permettra de clôturer, mais surtout de continuer les échanges, tout en mangeant concrètement. Donc, joindre l'utile à l'agréable. Je commence par vous, Brahima. Non, moi, juste terminer là où j'avais commencé. Hein. Je dis que j'étais très, très heureux aujourd'hui. J'ai mes deux boss, mon ancien boss qui est là, Dr Aïdara, qui était le dernier directeur exécutif de Open Society Foundation, et Njoya, qui est mon nouveau boss. Donc pour moi aussi, c'est ça un peu la transmission. Et ces espaces, comme je dis toujours avec les gens avec qui je travaille, je dis que quand on va dans différents espaces, ce qu'on doit réellement faire, c'est de s'assurer de construire des bonnes relations. Parce qu'en réalité, pour moi, c'est ça qui nous permet de changer les choses. Parce que nous seuls, nous ne pouvons pas changer les choses. Vous avez besoin d'être au moins 2 ou 3. Et si vous ne construisez pas ces relations, là où vous passez, vous ne pouvez pas créer les ponts qui vont vous permettre de changer le monde. Donc moi, c'est vraiment mon message et je vous dis merci, vraiment. Merci beaucoup, Ibrahima. Monsieur Aïdara, en 1 minute maximum, merci. Merci, Balkis. Madame la ministre est partie, mais moi je voudrais, même à son absence, lui rendre hommage. Ministre Ndjoro Ndiaye, qui a été ma première patronne quand je venais de sortir de l'école normale, l'école nationale d'économie appliquée. J'ai été affecté dans son ministère. Et Anne a parlé dans le premier panel de la conférence de Beijing. Nous étions dans son cabinet à l'appuyer techniquement. Et malgré tout son parcours, elle est tout à fait disponible à appuyer les jeunes. On la retrouve partout dans tous les espaces. Quand on parle d'espace, on la retrouve partout en train de partager son expérience, Autrement, il faut aller à Yale ou à Washington pour rencontrer le leadership africain, partager leur expérience là-bas. C'est difficile de trouver les leaders africains ici dans nos espaces pour venir partager. Et c'est là que j'apprécie l'idée de Njoya quand il a proposé à l'université Cheikh Anta Diop de créer un World Fellow pour l'Afrique. C'est vraiment très important pour qu'on ait des leaders africains pour venir partager et qu'ils doivent, disons, valoriser les ressources africaines. Et on a
beaucoup discuté donc de la recherche, mais bon, comme Balkis m'a donné un temps limité, je vais m'arrêter là. Mais Balkis, si vous le permettez, donc la question de la philanthropie, véritablement, on avait poussé à ONCF, Ibrahim un peu témoin, pour créer le réseau des philanthropes africains. Et je pense que l'expérience est toujours en cours, mais on n'a pas, avec Trace Africa qui est maintenant le lead, on n'a pas encore réussi à le faire. Aujourd'hui, Open Society effectivement a soutenu beaucoup d'initiatives comme celle de Nathalie, mais Open Society n'est pas tout à fait morte, mais maintenant a changé drastiquement. Et beaucoup de gens, projets que nous soutenons, que nous avons soutenus, actuellement ont des difficultés même d'interlocuteurs. Et donc, est-ce que les Africains sont intéressés à résoudre les problèmes africains? Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à poursuivre dans la réflexion. Je pense que mon ami Fossard a parlé de la ZLECAF, etc., et de la coopération chinoise. On peut en débattre longuement, mais bon, je vais m'arrêter là avant que Balkis ne m'arrête. Je tiens les micros. Je donne la parole à Madame Vérac. C'est bon, j'ai sauvé ma vie. Hein? Et la mienne aussi. En tous les cas, je remercierai Ibrahima pour l'invitation. Je pense que tout un chacun, à partir du moment où nous sommes un être humain sur la Terre, nous sommes des leaders et à nous de travailler tous les jours, continuellement, notre leadership. Nous le sommes déjà, à nous de faire que ça devienne un leadership exemplaire, que notre positionnement chaque jour, chaque seconde, nous faisons des choix qui emmènent individuellement et collectivement nos choix vers la meilleure qualité pour nous-mêmes et pour les autres. Je dois un immense merci à mes deux panélistes qui, dès le début de nos rencontres, m'ont soutenu dans les projets, dans la vision. Mais ils ont aussi fait de moi, par ce soutien, je suis une artiste, je connais que l'univers artistique. En recevant des fonds, j'ai dû devenir et déployer des capacités incroyables de savoir lire, des budgets, de répondre à ça. Donc ils ont, de la même façon que Ibrahim a dit, il est aussi écrivain, poète. On est obligé d'avoir aujourd'hui, et puis je pense qu'on l'a naturellement, plusieurs qualités qui, dans un lointain passé, faisaient que ça semblait, que ça s'opposait. On était soit politique ou alors artiste. Je crois qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui a besoin de cette complexité-là, que les artistes deviennent des responsables pour qu'on puisse être, des endroits forts de ressources et qu'on puisse avoir une gestion exemplaire dans nos projets et dans nos positionnements. Et puis je pense que tout un chacun a une part artistique en soi et qu'elle doit se développer parce qu'on a besoin de faire ensemble, on a besoin de créer des territoires communs, des ponts communs, parce que c'est à cet endroit-là de la rencontre. J'ai commencé avec Maëlia, qui est le nom de notre fille. Elle est riche de toutes ces potentialités-là, comme nous tous. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à remercier une fois de plus tous les différents intervenants et surtout à vous aussi qui êtes restés à cette heure-là, sachant encore que c'est un jour férié. Merci infiniment. En tout cas, moi, j'en ressors beaucoup enrichi de tout cela, des différents échanges, des différents points de vue. Et j'espère vraiment que c'est le cas pour vous. Donc, je vais laisser la parole à Ibrahima pour clore tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va terminer comme on a commencé. Donc, on aura un mot de Njoya et ensuite, Emma va dire un dernier mot
Voilà, merci encore. Il faut applaudir encore aux panélistes brillants. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je tenais juste à vous remercier encore. Ils m'ont dit qu'on aura une photo de famille dehors en marchant vers le restaurant. Mais 2 mots. Premier mot, c'est... Encore, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est un jour férié au Sénégal. Et on est là, on devait finir à 13h et 14h. Ça veut dire que le sujet est tellement important que nous devrions trouver d'autres possibilités d'avoir ce genre de discussions. Avec ou sans Emma et hier, nous devons faire l'effort pour organiser ce genre de discussion. Et dans ce lancé, j'aimerais vraiment remercier mon gars Ibou. Je ne suis pas ici comme son patron parce qu'on n'est pas là en tant que Nations Unies, on est là en tant que Yale. Donc je ne suis pas son patron, mais je suis tellement fier de lui. Et je suis extrêmement content de voir que ses anciens patrons sont là parce que ça témoigne un peu du caractère de ce bonhomme. Et je tenais devant ses amis à lui remercier pour ce très bon travail qu'il a. Nous, on est très fiers de lui, en tout cas, aux Nations Unies. Et pour ne pas dire, comme Ibou était en train de financer beaucoup de projets, il est aux Nations Unies, c'est toujours lui qui est chef de l'unité de gouvernance. Donc, je ne vais pas beaucoup dire, mais vous savez de quoi je vous ai déjà dit. Donc, il est là toujours. La deuxième chose, and I'm going to switch in English to thank Emma and Yuval for coming over. I mean, when we started this conversation and us trying to convince, well, we didn't convince Emma, but trying to encourage Emma to come to Senegal, it sounded quite far away. But I'm really happy that when I was in Kenya, I invited Emma. She came to Kenya and Senegal, even though it took us 5 years, but she came, and she came in a big way. And it's thanks to Yale, actually, that we are sitting here and the fellowship that we are having this conversation. But I have a request for Emma. I would love to have at least one of the people, at least in this room, in the next World Fellow cohort. Emma is the one making the decision. She has to select one of you if you are interested. Or your children, why not? Or your younger ones who are interested. But my biggest wish is to ensure that whether it's with the University of Cheikh Anta Diop, Gaston Berger, Saint Louis, that we are able to create a partnership between Yale and one of these national universities that really produces an incredible amount of intellectuals. I have 2 very famous African writers that I love. One is Chinua Achebe, the other one is Ousmane Sembène, the Senegalese. Senegal is rich. I'm telling you as a Cameroonian, this is a very rich country, intellectually speaking, and it would be a blessing if we can link up Yale to one of these these big universities that exist in this country. And as you have heard from Ibrahim's former boss, si tu es le patron de Ibou, ça veut dire que tu es mon patron aussi. As you've heard from some of our colleagues, I think you would have a lot of people in this room that would be willing to help, whether it's in Saint Louis, whether it's in Ziguinchor, whether it's in... I'm also here. Mais aussi pour nos frères sénégalais, si vous avez les points d'entrée, si vous avez les réseaux, moi je parle au ministre, je parle au recteur, des fois c'est la politique. Mais si vous avez des bons points d'entrée sur lesquels on peut passer pour créer les initiatives comme ça, bon, je suis là, mais Ibou est beaucoup plus là aussi pour faciliter cette point d'entrée. Vraiment, merci beaucoup et je vais laisser Emma dire quelques mots. Thank you very much, everyone. This is my first day in Senegal. And what can I tell you? Senegal has got talent. We've sat here for a few hours and we've seen how many brilliant ideas, how many creative people, how many artists, how many politicians, how many people, musicians, all of that energy, people who believe in Senegal, people who want to make positive change for Senegal. That is super. That is a superpower to have so many motivated people with belief in Senegal and belief in Africa. My wish for Africa is for a new generation of leaders, for leaders who believe in the potential of Africa, and leaders who look at the human capital in Africa and think, how do we help cultivate that potential?
How do we help everybody develop to their full potential so they can help Africa reach its full potential? That's my wish. And it's possible. Because the main challenge facing Africa, I don't think it's the human resources. I think it's leadership. And you need a new generation of leadership that, with all respect to Cameroon, leaders that are slightly younger than 90 years old, you need new blood. You need people with new ideas, people who are not caught in the past with the grievance, the memories of the colonial era, people who look to the future and think 1 in 4 people by 2050 is going to be African. What role are we Africans going to be playing in that? So it's been a real privilege to come here and to meet you guys. So I will leave believing in the potential of Senegal and the potential of Africa to really make a difference in the world. You've got really good stories, really good local stories that need reflecting on national and international levels. And Africans are great storytellers. That is super clear. So I want to thank the interpreters back there in the booth because they've done a fantastic job. Constantly, from French to English, to our photographers, to our videographers, to the people who made the food and brought in the teas and coffees and everything else like that, and the people who got the computer working, the IT people, thank you. And thank you very much to my dear friend, Yale World Fellow Njoya, and my other dear friend, Yale World Fellow Ibu, the poet, and my dear colleague and Chief Strategy Officer, Yuval, for making this workshop happen. So I wish you all the best. Thank you for coming. Enjoy lunch. And keep the faith. You are the future for Senegal and for Africa. Thank you.